Et dans les pays que tu as cités, tu as parlé de l'Allemagne et de la Hongrie. De ce que je sache, tu es francophone, ou bien tu parles aussi l'allemand? Non, pas vraiment. Oh, un peu. Parce que, non, par la suite, un peu. Parce que après, j'ai aussi eu une bourse j'ai été stipendium de l'Institut Goethe. Donc, j'ai fait, quoi, 5 mois à Berlin, 5 ou 6 mois à Berlin, pour parler la langue. J'ai bénéficié d'un projet, mais c'était pas ça. En fait, la pièce s'appelait Days in Black Satin, comme je t'ai dit. Et c'était un peu des clichés. C'était plus jouer que parler. Voilà. Donc, pour te prendre un petit exemple, on essayait, pour quelqu'un qui arrive en Afrique pour la première fois, qui se retrouve peut-être à la poste centrale et qui rate tout le monde et qui stoppe les taxis, qui vont dans toutes les directions, il est un peu perdu. C'est quoi ce mode de fonctionnement? Alors, donc, tu es là, tu entends, Simalène 200, Etoukbe 100 francs, Obili 100, machin. Donc, de soi, tu es là, tu entends seulement les directions, comme Kana, un machin, tout. Et du coup, c'est des choses qui ont frappé notre metteur en scène et on a réfléchi comment on pouvait recréer ça sur scène. Alors, on était des jeunes garçons bien musclés et tout. On avait des trucs comme des tabliers. Et on avait des roues de voiture avec les 2 bâtons, comme on fait souvent quand tu mets la boîte dans la roue avec 2 bâtons. Et on tournait avec les roues. On tournait. Et voilà qu'on tournait. On dit, Mokolo 100. Et pour nous 200. Donc, ça là. Tu n'as pas besoin d'être allemand ou grec pour comprendre. Donc, il y avait beaucoup de séquences comme ça. Il y avait des séquences on mimait une scène, par exemple, dans les brasseries où on a des caisses de champagne. Et c'était musical aussi. On faisait beaucoup de musique, donc c'était plus musical. Et c'est ça avec ça, donc, on a fait Cottbus, on a fait Hambourg, on fait Berlin, Budapest, Munich, pas mal aussi la Suisse. Donc, voilà. Et ça m'a fait des anecdotes. Donc, on se retrouve, on quitte, on arrive à Budapest, par exemple, après le spectacle. Le public ne veut pas partir. Beaucoup voyaient des Africains, peut-être pour la première fois, et ils trouvent que l'art africain est un peu plus chaleureux, donc on a fini de jouer, ils en voulaient plus. Et c'est le directeur du festival, du Mokianov Festival, qui vient de demander à notre metteur en scène, est-ce qu'ils peuvent pas nous faire un petit truc, un peu de musique, parce que les gens veulent danser, les gens veulent pas partir. Alors nous, on n'est pas, à la base, on n'est pas musicien. C'est vrai qu'il y avait deux percussionnistes, et puis un gars qui joue un peu de la guitare. Donc, alors, le percussionniste, les gars se regardent, et puis, allez, il commence à taper. On commence à jammer. Et il y a une dame qui arrive. Ah, j'adore Myriam Makeba. Et c'est parti. C'est parti. On a jammé toute la soirée. En impro. Ça fait tink dans la tête de mon metteur en scène. Depuis ce jour-là, il a décidé de commencer à nous produire comme groupe de musique. Ah bon? Alors, quand on quitte, on arrive à c'était à Steckborn ou à Berne? Dans quel pays? En Suisse. Quoi, ça devait être à Steckborn. On arrive et on nous programme dans une grosse boîte de nuit où on fait de la musique live. Donc, on n'a même pas eu le temps de préparer quelque chose. Et en plus, les 2 musiciens qui étaient là étaient jaloux. Ils savent, c'est leur truc. Oui. Nous, les comédiens, on va vraiment, pendant qu'on est à Cottbus, en train de monter le décor et tout, je demande à Joseph Wamba qui joue de la guitare, je dis, gars, le truc qu'on nous annonce là, c'est quand même mieux qu'on ait des cartouches, on ne sait jamais, préparons un petit truc. Et lui, il était vraiment dans des trucs très cool et tout ça. Et puis on a composé une chanson populaire c'est ya, Lingo ça va chauffer, tout en bazooka, tout là. Voilà. Donc, sauf que, alors, là, on m'appelait pas impro. Côté impro, non, j'étais prêt. Donc, je reprends tout en bazooka, tout là, bam, ça, c'est ya, c'est. Donc, je décompose des trucs, et puis ça devient
Tout en bazooka tout là, tout en bazooka tout là, tout en bazooka tout là, c'est ya. Bon, on travaille. Et puis, les gars guettent un peu comme ça, ils disent vraiment, ça, c'est quelle niaiserie et tout. Et c'est pas vrai, d'accord. Maintenant, le jour J, après avoir fait les autres villes, on se retrouve à Steakborn. Et le DJ chauffe la salle, il fait des trucs, et après on arrive, déjà été chaud. Yes, on dit là, de Camerounish Tanks musique, machin truc, tu vois l'applaudit, et ils ne sont pas obligés de connaître notre CV. Voilà comment on se retrouve sur la scène. Rien que pareil. Mais il y a un truc avec la musique quand même, c'est que si, quand vous vous connaissez, quand vous avez l'oreille, il y a des choses que vous pouvez réussir à improviser. Donc, les gars commencent à la percussion. Il suffit que le premier tape, et l'autre, c'est, donc, ça développe, ça se développe le truc. On a commencé la première chanson comme ça, on a improvisé, puis on mettait les paroles un peu, et puis à un moment, tu gagnes en confiance. Tu dis, hey, donc, je peux. Aïe. Et là, il me retourne, je demande à Joseph Wamada, on lance ces yaya. Wow, MC Olangue et François Deprune, les deux percussionnistes, les gars disent, ils vont chier. Donc, ils savent comment leur foutre la honte. Les gars déposent l'instrument, ils quittent la scène. Papa. Ok. Sauf que, comme on a fini une première chanson, de toute façon, on peut pas jouer la même chanson indéfiniment. La salle est calme. Voilà, Joseph Wemba qui prend donc sa guitare. Maman, maman, La salle est calme. Là, voilà, pas un pro qui se place devant le micro. Tout en bazooka tout là, 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 c'est ya. Avant qu'elle ne fasse la deuxième reprise, les gars avaient déjà repris le refrain. Ah, toute la salle. Ya, mon frère. C'est ya, je te jure. C'est la plus grosse émotion que j'ai déjà eue sur la scène. On a éteint dans la salle. Les gars ont allumé les torches, les briquets, les trucs. Frère, les deux percussionnistes sont revenus. Ils sont revenus partager le moment de gloire. Bref, on s'est bien amusé, on a fait la soirée et tout. Ça, c'est des souvenirs de tournée. Et tourner, c'est vraiment des moments spéciaux, quoi. Ouais. Donc, rempli en émotion. Ouais. Tu vois, on n'avait pas besoin de parler allemand pour... Ouais, exactement. Vous voyez le langage universel. Voilà, tu vois. Et quand on fait ça, il y a 2 fois, 3 fois. Après, tu dis, mince, tu vois pas quand même bâtir toute une chanson, c'est moi si. Et comme tout le monde parlait allemand. Bon, entre-temps, j'avais fait mon stage à l'Institut Goethe. Après, moi, je faisais, so viele Menschen toten. Mais, tu vois, alors, comment on entendait? Tout en bazooka, tout le monde entendait bazooka. Tu vois, non? Oui. Après, tu faisais, so viele Menschen toten, donc, tant de gens tués. Mais, on dit que non. Les gars, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer les gens qu'on a tués. Bref. Ça, ouais. Et est-ce que ça t'a pas un peu donné envie de changer de carrière? Parce que là, j'imagine que c'est un autre talent que tu as découvert presque par accident. Mais non, le truc, c'est que je suis quand même assez rigoureux avec moi-même. Et ça, c'est rigoureux. C'est-à-dire, tu vois, parce que la magie a opéré une fois, que tu vas croire que, chanter, c'est facile. Ah oui, je vois. Je suis pas dans les ouais, là. Vraiment, les choses de la honte, là. Non, j'ai vraiment jamais réfléchi, pensé, non. J'ai fait plein de trucs dans ma vie. Ma vie est assez remplie quand même, tu vois, mais pas la chanson. Non, pas la musique. Ouais. Et après le théâtre, comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans le cinéma? Déjà, forcément, quand on est acteur, quand on est acteur de théâtre, c'est le même public. Quand je dis ça, c'est le même personnel. Hein. C'est le même personnel qui est recruté dans les films, qui est recruté sur scène, et tout. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'il y a déjà une grosse communauté d'acteurs de cinéma qui ne font que ça. Mais il y a 5-10 ans, on n'était pas si nombreux que ça.
Donc forcément, un réalisateur qui veut faire un film est obligé de puiser chez les acteurs de théâtre. Donc voilà. Donc là, je commence déjà avec mon émission de télé, parce que j'avais une émission de télé qui s'appelait Just for Fun. Ouais, je connais. Ouais. Ce qui fait que voilà, je commence déjà, parce que Just for Fun, c'est quoi? C'est je lance Just for Fun avec le réalisateur Vincent Doumbé. Vincent Doumbé qui était cadre à la CRTV à l'époque. Et là, je reviens de la Coupe du Monde où j'étais mascotte. Ah. Et ma vie. Où j'étais mascotte des Lions. Ouais, avec Ngando en 98. Ah. Parce que en 98, je suis étudiant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et le Cameroun est qualifié pour la Coupe du monde en 98 en France. Et là, le chef de l'État décide que il faut une grosse délégation qui accompagne les Lions. Donc il y a eu une délégation du ministère de la Culture, une délégation du ministère des Sports. À l'époque, c'était encore Joseph Oona qui était ministre et Bidon était directeur de l'INJS. Alors les répétitions se faisaient là-bas. Voilà comment je me retrouve dans la mascotte, dans la mascotte et tout. Et après la Coupe du Monde, donc, on décide de lancer une émission satirique, humoristique à la CRTV. Et le choix est porté sur moi pour présenter l'émission avec Belek, ma compagne, enfin mon partenaire de l'époque, et ça a pas mal marché. Donc voilà comment c'était très populaire à l'époque. Voilà. Donc voilà comment déjà je migre progressivement voilà, donc théâtre, télévision, cinéma. Ah d'accord. La télévision était un peu comme voilà, comme une transition. Voilà, c'est comme une transition, on va dire. Donc comme tu disais tout à l'heure, tu as eu beaucoup de différentes casquettes que tu as eu à porter. Et quel est comment elle avait dit ça? Est-ce que parmi les différentes casquettes que tu as eu à porter, ta passion principale, est-ce que c'est d'être acteur ou bien il y a d'autres choses que tu aimes en secret, si je peux dire ça comme ça? Par exemple, tu as parlé de la couture, tu as parlé du théâtre. Oui, je te comprends, je te comprends. Je vais te surprendre. Toutes ces choses que je fais ont un dénominateur commun. L'art. C'est l'art, tu vois. J'ai une vraie passion pour l'art. C'est-à-dire, beaucoup plus jeune, j'ai eu la chance de grandir dans un groupe. On avait à une époque l'Institut Goethe, par exemple, qui nous permettait beaucoup d'avoir des experts qui venaient de partout. Donc, j'ai grandi avec les plasticiens. On a évolué ensemble avec beaucoup de plasticiens qui sont aujourd'hui pratiquement des icônes dans leur domaine. Des gens comme Salifou Lindou, des gens comme Pascal Martin Taillou, des gens comme Barthélemy Togo. Barthélemy Togo, c'est pratiquement c'est the must, quoi. C'est l'un des meilleurs, des plus grands plasticiens africains. Il a décoré un métro à Paris, dans plusieurs villes. Il a fait partie de l'équipe de stylisme de la Coupe du Monde au Brésil. Il a créé même une couleur en France qui s'appelle le bleu Togo. Donc on est resté des très très bons amis. Donc voilà, c'est pour dire, il y a un dénominateur commun. Et ce qui fait que je tourne beaucoup. Je tourne beaucoup et en général, quand je passe beaucoup de temps dehors et quand je retourne à la maison, dans mes voyages, j'achète toujours des tissus. Donc, si j'arrive dans une ville, le premier truc, où on vend les tissus. Donc, j'aime bien les étoffes et j'en achète. Et ce qui fait que chez moi, j'ai une chambre où il y a que des tissus, par exemple. Donc, quand je finis de tourner, par exemple, tu es 3 mois sur un tournage, quand je reviens chez moi, tu peux être sûr que si je n'ai pas une autre date dans 3-4 jours, je vais être sur ma machine. Par exemple. Je suis chez moi, donc je couds un truc que j'ai dans la tête depuis, ou bien je couds des cabas pour mes filles, des choses comme ça. J'aime bien. Pour moi, ça me permet de changer, de changer un peu d'activité, de me ressourcer, de me réinventer, quoi. Donc, toutes ces choses-là, je les fais vraiment avec la même passion, que ce soit mon travail de régisseur. Régisseur général, c'est ouf, quoi. C'est un stress pas possible, mais c'est une autre vision, une autre position par rapport à par rapport au travail artistique. D'accord. Ça veut dire que en réalité,
t'es qualifié d'acteur, c'est plus une sorte de diminutif. Parce que avant d'être, tu es d'abord un artiste. Oui, tu es plus artiste qu'acteur, en fait. Oui, disons donc c'est l'une des on va dire c'est l'une des casquettes. Ça me pose aucun problème, parce que en même temps tu vas pas faire un CV où il y a un truc, tu vois. Mais c'est dit que dans tous ces domaines-là, j'ai œuvré du mieux que je pouvais, quoi. Parce que ce soit en tant que designer, costumier, donc j'ai fait des choses. J'ai fait la Chan féminine par exemple. Au stade, j'avais une équipe de 12 couturiers, donc c'est où l'époque de Lily la Lionne et tout. Donc je travaillais beaucoup, même sur la canne. La précédente, pas celle qui vient de se passer. La canne la canne avec bidon. C'est tout des trucs sortaient de mes ateliers. Ah. Oui, donc j'ai cousu énormément de tenues où on a fabriqué des arbres, des éléphants, des lions, des choses comme ça, des pirogues, dont à des niveaux quand même respectables. Voilà, dont j'ai habillé des spectacles, des vraies créations. Par exemple, tous les spectacles de la réunification, cinquantenaire de la réunification, où j'officiais comme costumier également. J'ai fait pas mal de choses de ce côté. Si on revient comme régisseur, j'étais régisseur des écrans noirs. J'ai fait la régie des écrans noirs. Régisseur, c'est le gars qui planifie tout, qui centralise l'organisation. À vrai dire. C'est-à-dire, on aura combien d'invités, ils seront logés dans quel hôtel, ils vont manger quoi, ils vont se déplacer à quelle heure pour aller à quel atelier, est-ce que l'atelier est réservé, est-ce qu'il y a un nombre de chaises, ils vont prendre quel avion, voilà, c'est ça le régisseur. Et toute la logistique. J'ai travaillé également, j'ai beaucoup travaillé aussi sur Abidjan comme régisseur également sur des émissions comme l'Afrique a un incroyable talent, où on avait près de 400, au moins 410 candidats des fois. Sur les 410, il y avait au moins 200 qui venaient de l'étranger. Donc chaque jour, tu avais au moins 4 à 5 personnes qui arrivent de l'aéroport. Donc j'avais une équipe de 8 personnes qui devaient les accueillir, les amener à l'hôtel, les prendre des photos, enregistrer, faire les badges, expliquer le contrat, ensuite les envoyer au palais des sports, au palais de la culture, et s'ils réussissent à passer l'étape, si Claudia Zorbo, Angélique Kidjo et Fally Ipupa valident, ils restent. Si on valide pas, ils reprennent l'avion peut-être le lendemain. C'est toi qui vas être devant sa porte à 4 heures du matin pour le rappeler, rate pas ton vol, et lui faire prendre le car, lui trouver peut-être une petite banane ou une tasse de thé, quelque chose comme ça pour qu'ils reprennent. Ça, c'est le travail de régisseur. Ça aussi, je l'ai fait. Et c'est différent, mais ça m'excite tout autant. Voilà. Donc, oui. J'imagine que ça doit aussi te permettre d'avoir une perspective assez globale. Oui. C'est magnifique. C'est tellement prenant. Les gens n'imaginent pas. Donc, je travaille, par exemple, comme directeur de casting. J'ai pas mal travaillé aussi comme directeur de casting. On a commencé sur une émission qui s'appelle Castel Live Comédie, ici, avec une boîte de production française qui s'appelle Code Film. On a fait Castel Live Comédie qui était diffusée sur Canal 2. Donc, c'était comme une télé-réalité où chaque jour, dont des humoristes prestaient et il y avait des notes. Donc, il y avait Suzanne Kalalobé, Chop Chop et Oncle Chama dans le jury. Donc, il notait celui qui était le moins noté quittait l'aventure jusqu'à la finale. Donc, sur cette aventure-là, j'étais premier assistant du réalisateur. Le premier assistant du réal, c'est un factotum. C'est un gars qui fait tout, doit s'assurer. Est-ce que la star qui doit chanter est déjà prête? Est-ce qu'elle est déjà au maquillage? Est-ce que les gars qui vont monter sur scène pour prester, est-ce qu'ils sont déjà dans le sas? Est-ce qu'on les a briefés? Parce que nos émissions sont parfois un peu moroses parce qu'on ne briefe pas suffisamment les personnes qui y participent. Donc, un gars, on lit le nom de quelqu'un, il prend tout son temps, il marche doucement. Alors que vous regardez les émissions des autres, dès qu'on appelle, on arrive en courant, on rigole, on est, voilà. Tout ça, c'est calculé. Tout ça, c'est préparé. C'est calculé, ça s'inscrit dans du dynamisme, quoi. Voilà. Et donc, je travaille sur cette émission comme ça. Et après, la même boîte de prod a lancé une autre émission qui s'appelait Castel Live Opéra. Et à la finale de Castel Live Opéra, on avait des gens comme José,
Et des gens comme José, je sais pas, plein d'autres gens. Et sur cette émission, je faisais pratiquement tout. J'étais coach. Donc, je coachais parce que dans le coaching, pour chanter, et c'est une fois de plus, on revient au théâtre. Le théâtre vous donne les armes pour faire plein de choses, pour ouvrir la voix de ventre, la voix de tête, comment extérioriser ses sentiments. On a une tendance chez nous, vous allez observer un peu, vous allez voir les chanteurs, quelqu'un écrit une chanson, ma femme a quitté la maison, elle est partie avec les enfants. Ouais, mais tu ne ressens pas l'émotion. Je suis triste. Ouais. Gars, c'est quel genre de tristesse joyeuse comme ça. Tu comprends un peu? Ouais. Donc finalement, on chante des choses. Et ça manque de cohérence. On se demande, voilà. Et on baigne tellement dedans qu'on finit par ne même plus s'en rendre compte. Et sur une émission qui va être regardée internationalement par d'autres personnes et tout, on se dit, hey, soit tu changes les paroles de ton truc, ou bien tu adaptes ça. Tu vois quoi? Donc, quelqu'un quand tu vas te prendre Adèle, par exemple, I heard that you, na, 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 il y a une certaine cohérence entre le texte et... Donc, tu arrives et tu commences à... Le coaching, c'est quoi? Tu arrives au début, tu vois, la fille va t'aimer comme... I heard that you find in love. Je dis, hey, papa, d'abord. Calme-toi. C'est quoi le truc avec le micro? On va faire ça autrement. Prends une chaise. Assieds-toi sur la chaise. Dis-moi le texte. Ne le chante pas. Tu vois? Est-ce que tu comprends ce que la chanson raconte? Je vais sur Internet, je copie, je écoute. C'est quelqu'un qui parle d'une personne, de ces deux personnes qui se sont aimées, et puis se sont perdues de vue, et puis il a appris que l'autre a trouvé en fait la femme de sa vie, et te dit, je te souhaite d'être heureux, mais tu sens bien dans le je te souhaite d'être heureux qu'il y a une grosse douleur, donc tu veux laisser partir sans vouloir laisser partir. Donc c'est tout ce déchirement qu'on doit voir dans ta voix, dans comment tu parles, dans cette émotion-là. Donc, parle-moi, tu vois. Et quand tu finis de travailler ça, maintenant, il va plus arrêter le micro comme ça, là. Donc, il va arrêter le micro tranquille. Ouais, ça fait partie. Il va te regarder dans les yeux et il va capter le public et tout. Ça fait partie du coaching. On va dire, tu as différentes étapes. Tu as ton premier prime, tu étais comme ça sur place. Le deuxième, il faut montrer aussi aux gens que tu es capable de bouger si la chanson te le permet, ce truc. Donc, c'est tout ça le coaching. Voilà. Donc, on a fait Castel Live et l'année qui suivait, le concept a été, on va dire, acheté par Universal Music, dont la même boîte a signé avec Universal Music pour faire Island Africa. Island Africa parce que cette année-là, Universal s'est installé en Afrique et sa filiale africaine, ça était baptisé Island Record. Il s'appelait, oui, Island Africa. Island Africa par rapport à la boîte de production de Bob Marley qui s'appelait Island Records. Donc, ils sont installés à Dakar. Donc, sur ce coup-là, on a travaillé des gens comme Didier Awadi du Positive Black Soul. C'est pratiquement le premier groupe africain de rap connu internationalement, dont on a travaillé toutes sortes de musiciens possibles, quoi. Donc, voilà, j'étais directeur de casting à ce moment-là pour 12 pays. On a fait Madagascar, Seychelles, Sénégal. On a rencontré plein de monde. C'était des expériences extraordinaires. Donc, à un moment de ma vie, j'étais capable de pouvoir te dire... dans 6 mois, attends-toi à voir un gars au Congo, un gars dans tel pays qui va être percé, parce que à force de passer faire des castings tout le temps, tu vois le personnel qui se renouvelle, des gens qui viennent, parce que malheureusement on ne peut retenir que 2 ou 3, mais tu as une bonne partie que tu as visionné, quoi. C'est assez passionnant. Wow. Maintenant que tu parles des talents, ça me rappelle une question que j'avais envie de te poser. Tu viens de dire que parmi tous les gens qui passent, n'est-ce pas, il y a peut-être 2 ou 3 qui vont être sélectionnés. Ça veut dire que si tu rencontrais quelqu'un, ou bien disons que tu as un fils ou une fille qui disait qu'elle veut faire dans la musique, n'est-ce pas, est-ce que il y a un gros facteur chance ou bien c'est beaucoup plus la compétence? Est-ce qu'on prend 2, 3 parce qu'il n'y a que 2, 3 qui ont réellement la compétence ou bien on prend 2, 3 parce qu'on est obligé de prendre 2, 3? C'est un concours. Ah, c'est un concours. Un concours, on veut prendre 3 personnes, on va prendre 3 personnes. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Il y a tout ça. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, c'est possible pour quelqu'un qui dit peut-être que son rêve c'est d'être une star de musique.
de travailler. Si on part du principe que la personne est travailleuse ou a le talent, de travailler, d'avoir sur le papier toutes les compétences requises, mais de ne pas réussir à réaliser son rêve parce que... Je trouve déjà que avoir pour rêve d'être une star de musique, c'est faussé déjà à la base. C'est faussé. Mais Le rêve de quelqu'un, c'est pas d'être une star. Le rêve de quelqu'un, c'est de devenir un très bon musicien, de devenir un bon chanteur du truc. Ça, c'est... Tu sais, l'humilité n'est pas une option. C'est pas parce qu'on est ambitieux qu'on ne doit pas être humble. L'humilité, c'est pas une option. Parce que je dis ça parce que, malheureusement, notre génération a un gros souci avec l'humilité. Un gros souci. On ne commence pas un travail pour devenir star. Non. On le fait pas. C'est les autres qui font de toi une star. Ah, d'accord. Tu comprends? Tu travailles et après ça marche comme ça peut ne pas prendre. Les anciens disaient, la réussite, c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Ça veut dire qu'il faut travailler. Retravailler. Et puis un jour, une porte s'ouvre et au moment où la porte s'ouvre, tu es prêt. Parce que la même porte peut s'ouvrir 2 ans avant. Tu vas gâcher, tu pourras rien faire. Moi, il y a des castings où je suis allé, des films que j'ai fait après et puis je me suis dit, si j'avais fait le même casting il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est clair que je me serais totalement ramassé. Vous comprenez? Non, c'est ça. Et il faut le dire à notre jeunesse. Et ça peut arriver qu'on commence le même jour et qu'on crève l'écran. D'accord? Mais combien de cas sur 1000, sur 10 000, sur 1 million? Très peu probable. Très peu de gens. Jusqu'à ce matin, il y a quelqu'un qui m'écrit, je t'ai dit que je vais être comme Muriel Blanche. Je lui ai dit, est-ce que tu as essayé de connaître l'histoire de Muriel Blanche? Ah, mais tu es là, non, dis-moi. Tu as même d'abord la paresse de chercher à savoir comment elle fait pour devenir ce qu'elle est. Ça s'appelle une success story. Les success stories doivent s'apprendre, doivent s'étudier. Quand tu as envie de faire un travail, de le faire bien, tu t'inspires de quelqu'un, tu dis, OK, comment elle a fait? Et tu regardes, tu dis, ah, d'accord. Au départ, c'est parce que Muriel, les gens ne savent pas. Elle a fait plein de trucs. Elle a chanté, elle a même fait une télé-réalité. Oui, elle a fait une télé-réalité, dans une, je sais pas, c'était STV ou je ne sais plus quoi. Elle a fait plein de choses avant de tomber sur le concept de Pargny. Et c'est le concept de Pargny qui l'a vraiment fait connaître, l'a propulsé. Et c'est comme ça qu'elle a fait grandir sa communauté et elle a continué à être comédienne. Elle pourrait très bien se dire aujourd'hui que j'ai déjà presque 2 millions d'abonnés, j'arrête de faire du cinéma parce que le cinéma, c'est chiant. Ça demande du travail, c'est pas, les tournages ne sont pas si drôles qu'on le pense. Les tournages, les tournages sont fatigants. Alors que c'est une femme d'affaires, elle a plein de choses. Elle pourrait très bien dire, je m'arrête sur ça, j'ai mes acquis, je le fais. Non. Mais tu sens qu'à la base, c'est quelqu'un qui aime d'abord et c'est son métier de comédienne qui va continuer de nourrir le quotidien de toutes les personnes qui continuent à la suivre. Donc, avoir pour projet de simple fait de devenir star, ça craint. Ça veut dire que ton problème là, c'est d'abord ton objectif. Ce n'est même pas comment réaliser ton objectif. Oui, c'est ça. Un jeune vient te faire dire, grand, on fait comment pour être comme toi? Même cette question est dangereuse. Tu veux être moi, en fait. Ouais, alors que c'est à toi de trouver ton chemin. Tu veux être moi. Quand tu dis on fait comment pour être, tu veux être moi. Comment tu peux vouloir être moi? Ça craint. Tu vois un peu? Donc, j'ai grand vrai, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'être comédien. Comment on peut faire? Parce que celui qui dit, comment on fait pour être toi? Dès que tu lui dis, va faire un atelier, ou tu l'envoies, quelqu'un va dire, hey, donc, comme vous avez souffert là, il faut que tout le monde souffre. Si c'était simple, c'est que tout le monde devait être... Tout le monde serait ça. Mais comment tu expliques? Et après, tu vas entendre, il n'y a qu'au Cameroun que... Vous êtes allé où? Vous êtes allé où? Même au Canada, que je connais un peu, d'ailleurs, dans la majorité des pays européens, les plus grands, la majorité des serveurs, c'est des comédiens. Ah, bon. La majorité des serveurs dans les cafés, regarde bien, c'est des comédiens. Parce que même si on ne regarde que les exemples de ceux qui ont réussi, combien restent sur le bas-côté de la route? Même en Europe où on parle là. Je connais, j'ai passé un week-end avec un grand fréquent, et Cindy Minjaem, bon, on s'est retrouvé avec, on s'est retrouvé en France, on a passé un week-end avec un grand frère qui s'appelle Tadji Tuene, par exemple, qui a joué dans Le Crocodile de Botswana, celui qui a sur le phallus un truc qui est comme ça là. Oui. Et il nous racontait comment en une année
il peut faire 200 castings. Et comment sur 200 castings, il peut jouer peut-être 10 fois. Et que sur les 10 fois, il peut avoir un vrai rôle ou un petit rôle. Ah. Et pourtant, quelqu'un qui est ici, il va comment dire, ah, il n'y a qu'au Cameroun que c'est dur. C'est dur. Le pays est mauvais. Et c'est pour ça que tous ces gens qui quittent, par exemple, des acteurs qui marchent un peu et qui décident de quitter pour aller en France, d'aller n'importe où, tu n'en entendras plus jamais parler. Ouais. Plus jamais. Tu vas venir challenger avec des gens qui sortent du conservatoire. Tu vas venir challenger avec un gars qui sort du cours Florian. Tu vas venir challenger avec des gars qui a fait l'Actor Studio, qui a fait tout ça. La concurrence est beaucoup plus... Il y a combien de noirs là-bas? Tu as quelle formation? Tu comprends un peu? Et en plus, tu as la paresse dans la tête. C'est compliqué. Il y a une qui fait son chemin qui s'appelle C'est la vie New Way. C'est la vie arrive en France, elle est obligée de se réinscrire, d'apprendre le théâtre, d'apprendre le truc. Et là, elle va émerger parce que elle suit un schéma qui est classique, qui est normal. Ce qui n'est pas faisable si tu passes vraiment pour dire que tu vas exploser. La preuve, même les Fingons qui sont partis étaient obligés de revenir travailler sur place et ils ont très bien compris ici, ils développent sa fan base, ils développent tous les gens qui apprécient les choses qu'il fait et partant d'ici, il peut aller où il veut. Et il revient. Mais si tu t'installes là-bas, du coup, tu deviens un comédien des cérémonies, tu vois, des anniversaires, des choses, des petites choses comme ça. Un peu plus... Tu ne peux évoluer que dans ta communauté de base. Tu comprends un peu? Donc, il y a un vrai travail à faire chez nos jeunes d'aujourd'hui sur comment redimensionner même leurs propres ambitions. Le goût du travail. Il faut apprendre, aimer travailler. Si tu ne travailles pas, gars, tout ce que tu fais là, tu vas me sortir un tube après, le lendemain, là, ça tourne, ça cale comme ça. Et quand tu parles, on dit que, ouais, les vieux, si, comme on a souffert là. Donc, on vous est si, on va tous souffrir comme vous et tout. Je pense qu'une des choses qui contribue beaucoup à ça, à ce courant de pensée, surtout chez les jeunes comme nous, c'est les réseaux sociaux. Parce que tu as parlé tout à l'heure de Muriel Blanche. Si on passe sur sa page, tu vas juste voir comment elle est dans les voitures chères, comment elle est dans les voyages, comment elle fait les choses bling bling, mais tu vas pas voir comment elle veut dire ça, la réalité. Tu sais pourquoi? Moi, il y a 4-5 ans, j'étais directeur de casting, je te disais, je postais juste les voyages. Tu vois, on est arrivé dans un hôtel, on est fatigué, on est à la piscine, on fait des trucs. À la base, mon principe, c'était de ne pas montrer la pénibilité de mon travail. Tu vois, parce que les gens, ça les intéresse pas beaucoup. Exactement. De connaître le côté pénible, l'envers du décor. Ça les intéresse pas. Si tu veux faire un post, tu verras. Fais un post sur, on a fait 4 heures de tout, on monte les micros mal fixés, le machin, on va regarder comme ça, alors que si je montre comment tu es en train de compter, tu vois, non, de compter mes millions là, pour me donner, pour dire, oh, voilà, c'est ça, ça passe, oui, on va, tu comprends, directement. Regarde un gars comme Etophis. Etophis, pour réussir, c'est que un gars comme ça fait, les gens se posent pas la question. Tenir le haut comme ça pendant 10, 15 ans. Il faut être une machine. Ouais, forcément. Il faut être une machine. J'ai vu un de ses reportages quand il était en Russie, là, tout en haut d'une tour incroyable et tout. Et après, on montrait ce qu'il mangeait. Donc, il mangeait une tranche d'avocat avec un truc. Tu vois quoi? Déjà, il va surveiller sa ligne, il va calculer la quantité de calories, de tout ce qu'il mange et tout. Exactement. Ça veut dire que le gars, tu as tous les milliards que tu veux. Mais tu ne peux même pas attraper un pangolin comme ça. Tu déchires, tu chopes. Vrai. Parce que tu as le souci du rendement de demain. Et tu le fais pendant des années. Tu comprends un peu? Combien d'heures il faut pour apprendre à bien tirer un penalty, à tirer un coup franc? Mais tout ce qui intéresse des gens, c'est le côté paillette de la voiture qu'il a acheté, des trucs. On ne voit pas tout le côté du travail qu'il faut donner pour pouvoir. Quand les gars viennent ici jouer, après ils mangent les namgons et tout, quand ils rentrent, ils sont obligés de faire un travail des heures et des heures pour revenir au top. Ça, je sais pas comment il faut
le dire à la jeunesse, mais toujours est-il, on a très vite périclité et on est tombé seulement dans le côté bling bling, le côté paillette, le côté, ce n'est que ça qui intéresse les gens. Mais moi, à la base, pour moi, c'était plutôt, ça sert à rien, c'est boring, tu vois, ça sert à rien de fatiguer les gens avec la pénibilité de ton travail. Ouais. Mais voilà, on est tombés tous dans le piège de ça et les gens ne commentent et ne s'intéressent que du côté fastueux du travail qu'on fait. Ce podcast vous est présenté par Transfert Gratis, votre solution de transfert d'argent.